Bonjour à tous. Les éditions techniques de l'ingénieur sont ravis de vous accueillir pour la web découverte Team Academy, connaissance des matériaux, les aciers pour tous. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que toutes les conférences en ligne sont enregistrées et disponibles ensuite gratuitement. Il suffit de vous rendre sur le site de Technique de l'ingénieur, cliquez sur l'onglet Magazine d'actualité, puis les conférences en ligne. Vous pourrez retrouver le replay de ce webinaire d'ici quelques jours. Aujourd'hui, en partenariat avec le CETIM, nous allons parler connaissance des matériaux, les aciers pour tous. L'acier est encore, avec près de 2 milliards de tonnes produites chaque année, le matériau métallique le plus utilisé en construction mécanique. Nous vous proposons tout d'abord un aperçu des modes d'élaboration et des conséquences sur les matériaux, suivi d'une présentation des principales familles d'acier de construction inoxydables et à outils. Nous terminerons par une présentation des principaux traitements réalisés pour optimiser les propriétés en fonction des sollicitations rencontrées, les traitements dans la masse destinés à optimiser les caractéristiques mécaniques, les traitements superficiels, les dépôts destinés à combattre l'usure par abrasion, les phénomènes de fatigue, de grippage et permettant de lutter contre la corrosion. Cette conférence en ligne a pour objectif de développer ou approfondir vos connaissances techniques et industrielles. Elle est présentée par Monsieur Marc Buvron, expert au CETIM. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de poser des questions et de nous remonter tout problème technique tout au long de la conférence depuis votre panneau de contrôle. N'hésitez pas, nous y répondrons à la fin. Monsieur Buvron, je vous laisse la parole, c'est à vous. Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Monsieur Souma, nous allons regarder ensemble les bases des aciers. En fait, c'est un matériau qui est très ancien, mais qui évolue toujours, et on va voir donc les bases et les évolutions actuelles de ce domaine. Alors, donc, je suis spécialiste du traitement thermique des métaux. Donc, je réalise notamment des missions de conseil et d'expertise qui concernent aussi le choix des matériaux. J'anime des formations. Je réponds aux questions des industriels, ça c'est important pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement. Donc, ça fait partie de mon job et je suis à votre disposition pour cela. Et donc, la principale tâche que je mène au CETIM, c'est le pilotage de groupes de travail sur des études de R&D, alors qui sont soit collectives, soit adressées directement à un industriel particulier, mais ça représente plus de la moitié de mon temps. Alors, on va tout d'abord regarder le contexte et les enjeux industriels. On va répéter un peu ce qu'a dit Monsieur Souma en préambule. Les aciers, en fait, et leur traitement évoluent. Comme je disais en préambule, c'est un matériau qui est relativement ancien, voire très ancien, mais avec les traitements, on arrive à produire de nouvelles propriétés, donc c'est donc un facteur d'innovation. Et ça permet également de comprendre les phénomènes de dégradation et de défaillance. Alors les enjeux sont déterminants, notamment de répondre aux contraintes spécifiques des marchés, liées aux tendances, les réglementations, les interdictions. On sait qu'on a de plus en plus, par exemple, de contraintes environnementales, et il va falloir choisir des traitements compatibles avec ces contraintes. Et puis, donc, il faut réussir les associations de matériaux et de traitements. On verra que c'est pas forcément si simple. On n'utilise pas n'importe quel acier avec n'importe quel traitement. Alors, on regardera dans un premier temps une définition et on regardera l'intérêt de l'acier. On verra quelques slides sur l'élaboration des aciers. On passera en revue les différentes familles d'acier, mais surtout, on insistera sur les traitements. On reverra toutes les bases en fait de ces traitements, savoir notamment leur domaine d'application, savoir comment on les fait, la mise en œuvre. Alors tout d'abord, la définition et l'intérêt de l'acier. Qu'est-ce que c'est déjà qu'un acier? Eh bien, c'est un alliage fer-carbone selon la norme NFEN 10020. Donc, on a donc une teneur en carbone de l'ordre de 2% au maximum. Au-delà, on a affaire à des fontes. Si on rajoute des éléments d'addition, on parle alors d'acier allié. Alors, on verra pour les désignations, parfois on parle d'acier faiblement allié ou de fortement allié. La norme ne voit qu'un seul mot, acier allié. Et lorsque l'on a plus de 10,5% de chrome et au maximum 1,2% de carbone, eh bien, l'acier prend des propriétés d'inoxydabilité intéressantes.
Donc, on a affaire à des aciers inoxydables. On en reparlera ultérieurement. Quel est l'intérêt de l'acier? Eh bien, tout d'abord, le fer, qui est le constituant principal de l'acier, est très présent dans l'écorce terrestre. On en a à peu près 5%, et donc à des teneurs évidemment différentes. Dans les mines, évidemment, la teneur est bien plus importante, mais ça représente quand même un matériau qui n'est pas rare. Donc, on est capable d'en produire des quantités très intéressantes. L'autre grand intérêt de l'acier, c'est qu'en fait, ses propriétés évoluent en fonction de son état de traitement. L'acier recuit a l'avantage d'être très malléable, donc facilement déformable, facilement usinable. Mais si on trempe la pièce, eh bien, on obtient des structures très dures et très résistantes qui vont pouvoir supporter les sollicitations rencontrées en service. Et comme on l'a déjà évoqué à l'instant, eh bien, l'ajout de chrome permet d'obtenir un matériau résistant à l'oxydation, les aciers inoxydables. Alors, sur le petit graphe que vous avez en bas, vous voyez donc différentes duretés pour différents alliages, différents aciers. Alors, le premier, c'est un acier d'Édéon, c'est un acier pour formage, et vous voyez que la dureté est très très faible. Par contre, on peut utiliser des aciers pré-traités pour la construction mécanique à 1100 mégapascales, 110 kg. Pour des outillages, on peut avoir, par exemple, pour des matrices de forge, des duretés qui peuvent commencer à monter aux alentours de 450, Vickers, excusez-moi. Et puis donc pour des outils de coupe ou de découpe, des essieux coupes rapides peuvent être utilisés, et là on peut monter jusqu'à environ 850 donc Vickers. Alors, ce qui fait la particularité, comme on l'a évoqué, l'intérêt de l'acier, ce sont donc le fait d'avoir des phases différentes entre l'état recuit et l'état trempé. Alors, sans rentrer dans trop de détails, après recuit, on a une structure composée de ferrite et de perlite. Alors, sur la petite photo que vous avez en haut à droite, vous voyez donc les parties blanches en fait sont constituées de ferrite, c'est en fait quasiment du fer pur. Et à côté, vous avez une autre structure donc qu'on appelle de la perlite. Et cette perlite, en fait, est un alliage, enfin, une phase composée de fer et de 0,8% de carbone environ. Quand vous utilisez un acier recuit, quand vous recevez une barre d'acier, eh bien, vous avez toujours cette structure-là. On parle de structure ferrito-perlitique. C'est l'état naturel de l'acier à l'état recuit. Alors, cette structure n'est pas très dure, comme on l'a évoqué, elle est relativement malléable. On a une dureté, donc quand on mélange les deux phases en fonction de la teneur en carbone, qui évolue aux alentours de 150 Vickers environ. Mais si on arrive à tremper l'alliage, eh bien là, on va obtenir deux phases. La première, la bénite avec un refroidissement moyennement rapide. On obtient des duretés de l'ordre de 450 HV, environ entre 40 et 50 HRC, et directement par un simple traitement, sans revenu. Et cette bénite est connue depuis très longtemps, mais connaît actuellement un regain d'intérêt, euh, donc notamment dans le cas des engrenages et des bacs de roulement, notamment parce qu'on est capable d'obtenir des propriétés de fatigue mécanique très intéressantes. Donc on arrive à obtenir une résistance à la fatigue mécanique très élevée. Et puis donc la principale phase obtenue après trempe, c'est la martensite. Vous avez déjà entendu parler de ce produit. Et là, la martensite a une dureté qui peut monter très haut, comme on l'a déjà évoqué, 850 HV. Cette dureté évolue en fonction de la teneur en carbone et on obtient cette martensite après un refroidissement rapide, voire très rapide. Donc sur les photos de droite, là, vous voyez en bas à droite, vous voyez des aiguilles de martensite. Donc c'est comme ça qu'on les observe au microscope. L'autre intérêt de l'acier, c'est son coût. Alors évidemment, vous allez me dire actuellement, tout est toujours trop cher, mais n'empêche que l'acier, le prix de base est quand même pas très élevé. On voit 0,526 € du kilo, en mois de février 2020, c'est quand même pas très élevé. Les aciers de construction se négocient en prix de base entre 1 et 2 € du kilo. Les aciers inox, ça peut monter un peu plus haut. On est aux alentours de 2,3 à 5 € du kilo. Alors dans le cas des aciers d'outillage, qui sont des aciers contenant beaucoup d'éléments d'addition,
Ça commence vers 3 € du kilo, mais ça peut monter bien au-delà de 50 € du kilo pour des alliages contenant différents éléments d'addition comme le tungstène, le molybdène, le vanadium, et qui peuvent être élaborés par des technologies très pointues comme la métallurgie des poudres. Donc là, on peut atteindre des prix très très élevés. À droite, vous voyez donc le prix de l'acier comparé à d'autres matériaux. Bah, vous voyez notamment par rapport à l'aluminium, bah, l'acier est 3 fois moins cher. Si on compare au cuivre, c'est 10 fois moins cher. Bon, on ne parle pas de l'or et de l'argent, vous le comprendrez, on n'est pas dans la même cour. Alors comment on élabore l'acier? Eh bien, il y a deux principales filières d'élaboration, ce qu'on appelle la filière fonte et la filière ferraille. Alors la filière fonte, en fait, c'est l'utilisation du haut fourneau. Vous vous rappelez tous de Florange, on a fermé un haut fourneau. Là, on parle de fermer des hauts fourneaux également à Fos. La sidérurgie française, pas forcément très très bien. Eh bien, c'est dans les deux cas, ce sont des hauts fourneaux. Qu'est-ce qu'on fait dans les hauts fourneaux? Eh bien, on va utiliser le minerai de fer. C'est ce qu'on exploite dans les mines de fer. Ce minerai de fer, en fait, est un oxyde de fer compact. Et dans le haut fourneau, on le mélange avec du coke qui est du carbone presque pur. Dans le haut fourneau, on va monter à température pour que le coke puisse rentrer en combustion. Et le minerai de fer va fondre. Et le carbone du coke va se lier à l'oxygène du minerai pour former du dioxyde de carbone notamment qui est rejeté dans l'atmosphère. Et donc il va rester donc l'élément fer et le carbone. On va donc obtenir une fonte. À l'issue du passage au haut fourneau, on obtient un alliage de fer avec 3 à 4 de carbone. On est bien donc supérieur à 2 on est bien dans le domaine des fontes. Donc on obtient une fonte liquide et il va falloir faire des étapes, notamment dans des convertisseurs à oxygène et à l'acierie, pour limiter la teneur en carbone, revenir à des teneurs inférieures à 2 pour obtenir des aciers. Il faut noter qu'actuellement, il y a une grosse évolution. On travaille dans le cadre de nos actions collectives, notamment pour des normalisations avec des gens comme Voestalpine, qui produisent du matériel pour les aciéries. Et actuellement, ils ne produisent plus ce genre de matériel. Cette filière fonte, en fait, commence à être un peu désuète. Pourquoi? Vous l'avez constaté, on rejette du dioxyde de carbone. Vous savez que c'est pas trop à la mode en ce moment. Eh bien, il y a une autre technique qui est mise en œuvre et les aciéries modernes utilisent ce principe. On va réduire le minerai par de l'hydrogène. L'hydrogène, vous en entendez parler constamment, c'est le gaz du 21e siècle. Et l'hydrogène va se combiner à l'oxygène pour reformer de l'eau et on va obtenir du fer et on rejettera de l'eau. Et pour la planète, a priori, ce sera bien meilleur. Donc ça, c'est la voie qui est en pointe actuellement, qui va, je pense, remplacer au fur et à mesure donc les vieilles aciéries, utilisant la filière fonte. Mais il y a une autre technique qui est très très utilisée, c'est à peu près la moitié de l'acier produit, c'est ce qu'on appelle la filière électrique ou la filière ferraille, qui réutilise des ferrailles recyclées. De l'acier, on en utilise déjà, eh bien on va réutiliser cet acier qui est sur le marché pour le refondre dans des fours à arc. C'est ce que vous voyez sur la petite photo en bas à droite. Donc, il y a de grosses électrodes qui plongent au milieu des ferrailles et qui vont dégager une énergie absolument formidable grâce à l'arc électrique. Des arcs très très puissants qui vont permettre de fondre les différentes ferrailles. Et l'avantage, on a déjà de l'acier et on n'a pas besoin de passer par les différentes étapes du convertisseur ou à l'acierie, on est quand même obligé d'y passer pour mettre à nuance, mais on n'a plus besoin de passer par le convertisseur, on a déjà de l'acier, ce qui permet d'économiser quand même de l'énergie par rapport à la filière fonte. Dans tous les cas, on obtient de l'acier liquide. Alors maintenant, comment on le solidifie? Eh bien, il y a deux modes principaux de solidification. Le premier, eh bien, c'est le lingot. Vous voyez à droite, parmi les plus gros lingots qui existent sur le marché, au Japon, un lingot de 670 tonnes. Hein, vous voyez la personne à côté est pas très grande, donc c'est pas un effet de la photo. Ces lingots sont énormes, font plusieurs mètres de diamètre et plusieurs mètres de hauteur. 670 tonnes. Donc on est capable d'obtenir de l'acier directement en refroidissant des lingots énormes de ce type-là. C'est pas sans poser problème, on y reviendra après. Après, il va falloir forger
pour obtenir des demi-produits et éventuellement laminer ces gros lingots pour obtenir ce que l'on veut, le produit que l'on désire utiliser. Ces lingots ne sont pas très utilisés dans le cas de l'acier, mais on les trouve par exemple dans l'industrie nucléaire énormément. On part de lingots de ces types-là pour obtenir les grosses pièces utilisées au niveau des circuits primaires, notamment des réacteurs. Ce n'est pas la principale voie. Comme je vous disais, il y a une autre voie qui est bien plus utilisée. C'est ce qu'on appelle la coulée continue. Là, le métal liquide va tomber directement dans un moule qui n'a pas de fond, qui est refroidi directement, et la peau va tout de suite se solidifier. Et le cœur, en fait, se solidifiera au fur et à mesure de la descente de la matière, qui est guidée par des rouleaux, qui sont également refroidis. Alors, cette coulée continue, elle peut être courbe, comme vous voyez là ce que je montre avec la souris. Elle peut être verticale également. Il y a une aciérie en France, Saint-Saulve, qui utilise une coulée verticale. Et elle peut être aussi horizontale, comme vous voyez ici, c'est-à-dire qu'on verse l'acier directement dans une lingotière qui est verticale et en plus, elle laissée emmener ensuite, horizontale, et ensuite l'acier se refroidit comme sur un train de laminoir directement. À l'issue, on obtient trois types de produits, des brames qui sont des produits assez larges, qui font environ 1 mètre et qui servent à faire des tôles, des billettes ou des blooms. Alors les billettes, ça va faire des barres, les blooms plutôt des blocs, mais ça peut aussi être utilisé pour d'autres produits longs. Quel est l'impact de la filière d'élaboration sur la qualité de l'acier? Eh bien ça, c'est quelque chose de très important parce que en fait, quand vous commandez un acier, suivant la manière dont il est obtenu, vous aurez ou non des soucis, des inclusions, des impuretés qui proviennent directement de la manière dont il a été élaboré. La filière fonte utilise du minerai et du coke. Le charbon, vous savez qu'il peut contenir du soufre, par exemple. Le soufre est un élément qui est fragilisant. Le minerai peut contenir du phosphore. Le minerai qu'on exploitait en Lorraine contenait pas mal de phosphore, par exemple. Eh bien, tout ça sont des éléments fragilisants. Donc, la filière fonte peut présenter ces deux types d'impuretés. Dans le cas de la filière ferraille, par contre, on a des impuretés plutôt métalliques, notamment, par exemple, des éléments comme le cuivre qu'on trouve sur les ferrailles qu'on va recycler. Eh bien, on peut le retrouver en quantité de plus en plus importante au niveau de l'acier. Actuellement, les normes indiquent qu'on ne doit pas dépasser des teneurs de 0,2 et 0,3% de cuivre. Ça peut sembler beaucoup, sachant que quand on recycle des ferrailles, il n'y a quand même pas tout le temps du cuivre, mais c'est à force de recycler qu'on finit par augmenter ces valeurs. Donc la première fois, il n'y a évidemment pas grand-chose, mais au fur et à mesure des recyclages, les teneurs augmentent et maintenant on demande donc à limiter ces teneurs en cuivre pour éviter notamment des fissurations dans le domaine des hautes températures, quand on lamine ou quand on forge à haute température, donc les demi-produits. Autre chose, quand on solidifie un acier, on a des différences de composition entre les premières parties qui se solidifient et les dernières parties. Sur un lingot, par exemple, typiquement, on a des zones relativement pures en blanc ici, des zones avec plutôt beaucoup de carbone et d'impuretés que vous voyez en rouge, qu'on appelle une ségrégation positive, et en bleu, une ségrégation négative, plutôt une zone en bas du lingot qui contient moins de ces éléments. Et il faut faire avec. Et donc, notamment, c'est un énorme problème dans l'industrie nucléaire. Vous avez tous entendu parler de la centrale de Flamanville avec ces problèmes de fond ou de couvercle, je ne sais plus exactement. Donc, en fait, c'est lié à ces ségrégations ici. Donc, pour les limiter, on fait chuter, on découpe en fait la partie où il y a la masselotte en fait qui est au sommet du lingot pour éliminer une grande partie de cette ségrégation positive ici, et on fait chuter également le bas qui peut contenir un peu moins des éléments pour obtenir une teneur à peu près moyenne dans l'ensemble du lingot. Tout ça, lorsque l'on va forger en fait le lingot, va être pétri lors des opérations de forgeage, et plus le taux de corroyage va être important et moins on aura de ségrégation. Donc le taux de corroyage est un élément important. Généralement, dans les commandes, on indique qu'il faut que le taux de corroyage soit supérieur à 3. Pour que les ségrégations se fassent de moins en moins sentir, il faut que le taux de corroyage soit même supérieur à 10.
Et même sur des pièces en coulée continue, ici vous avez un arbre. On pourrait s'attendre à ce que après sur une barre forgée, en fait laminée, donc on n'ait pas de ségrégation. Eh bien, il y en a quand même. On a mis en évidence des ségrégations avec des zones contenant plutôt moins de carbone et d'impuretés comme du soufre, avec des zones au centre, vers le centre, qui en contiennent plus. En plus, cette ségrégation peut être décalée par rapport à l'axe géométrique de la pièce, ce qui peut engendrer par la suite des déformations lors du traitement thermique. Pour limiter ces ségrégations sur des pièces obtenues en coulée continue, on va utiliser ce qu'on appelle des brassages électromagnétiques lors de la coulée et d'autres éléments un peu plus techniques comme la réduction mécanique douce, qui est un laminage au moment où le produit n'est pas encore complètement solidifié, où il est un peu pâteux, ce qui va permettre de limiter fortement ces ségrégations. Donc ça, c'est des actions correctives qui sont actuellement mises en œuvre par les aciéristes. Au niveau de la production de l'acier, ben, comme le disait M. Souma, on produit actuellement près de 2 milliards de tonnes d'acier. Et ça, hors Covid-19, ça n'arrête pas d'augmenter. Et dans ces 2 milliards de tonnes, eh ben, vous constatez la Chine produit à peu près la moitié de l'ensemble. Ça représente même donc un peu plus de 50%. On produit moins de 2 milliards de tonnes. Le deuxième, vous voyez, qui ne représente pas grand-chose par rapport à la Chine, c'est l'Inde, qui produit à peu près 100 millions de tonnes d'acier par an. C'est à peu près le dixième de ce que produit la Chine. Ça vous donne une idée de l'importance de la Chine sur le marché. On retrouve donc les principaux intervenants. La France n'en fait plus partie. On produit à peu près 15 millions de tonnes d'acier par an. C'est à peu près, donc, comme vous le constatez, à peu près 1% de l'acier produit dans le monde. Par contre, il faut reconnaître que c'est de l'acier de plutôt à haute valeur ajoutée et plutôt de très bonne qualité. On a des aciéristes comme par exemple Ascométal, Aubert et Duval qui produisent des aciers d'excellente qualité que le monde entier nous envie. Et autrement, on produit également des aciers inoxydables également de bonne qualité, pas en quantité énorme, vous voyez, 310 000 tonnes. Donc au global, donc dans le monde, on produit à peu près 40 millions de tonnes d'acier dans le monde. Et pareil, la Chine produit plus de la moitié de cet acier inoxydable. Alors venons-en aux différentes familles d'acier. Donc on a des aciers qui ne sont pas destinés à être traités. Ce sont les aciers, par exemple, pour faire des charpentes métalliques, des choses comme ça, on les verra par la suite, ou des choses un peu plus compliquées d'ailleurs, des aciers à haute limite d'élasticité ou des aciers pour réaliser, par exemple, des réservoirs sous pression. Mais en général, on ne fait pas de traitement thermique en dehors de l'acieriste qui, lui, peut faire certains types de traitements, des recuits ou des trempes et des revenus. Mais en général, l'utilisateur ne fait rien derrière. Mais il y a des aciers qui sont spécialement destinés pour faire du traitement thermique, notamment la fameuse trempe et revenu dont on a déjà parlé. Il existe des aciers inoxydables, donc que vous utilisez sans doute abondamment. Et vous verrez que c'est un domaine qui est assez complexe. Il existe beaucoup de types différents d'aciers inoxydables. On les listera. Et des aciers outils qui n'ont pas le vent en poupe en France à cause de la délocalisation de tous ces produits ailleurs dans le monde, mais qu'il est bon de connaître. Alors, on va commencer par les aciers non destinés à être traités. Donc, on a des aciers de construction métallique. Ce sont les aciers qu'on appelle en anglais les structural steels, donc les aciers S, comme le S135JR, qui est en fait l'acier de base. On a plutôt des produits plats ou des barres dans ces définitions. On a des aciers de construction mécanique, comme par exemple le E355. Là, on a plutôt des blocs ou des tubes. Et puis des aciers pour appareils à pression, comme par exemple le P235GH, qui permet d'obtenir des propriétés, notamment à température. Alors, comment fonctionnent ces désignations? J'ai pris un exemple, l'exemple d'un acier de construction métallique, donc un produit plat ou des barres. Donc le S235JR, qui est en fait l'acier de base, qui est le plus bas de gamme qu'on puisse connaître. Le S veut dire qu'on a acier de construction métallique. 235 signifie que c'est la valeur minimale de la limite d'élasticité en mégapascal
pour les produits de plus faibles épaisseurs. Et le J et R est une indication de l'énergie absorbée lors d'un essai de flexion par choc, donc l'ancienne résilience. Là, dans ce cas-là, on a au minimum 27 joules lors de l'essai de flexion par choc à la température ambiante. Donc ça permet d'avoir des indications sur les propriétés mécaniques que l'on est censé avoir sur ces aciers, qui vont donc être utiles pour le bureau d'études. Et puis on a des aciers qui sont désignés par leur composition chimique, là, sur lesquels on pourra faire du traitement thermique. Eh bien, notamment le C45E, c'est un exemple. Le C signifie carbon steel en anglais, donc c'est un acier au carbone, même au carbone manganèse, on pourrait même dire. Il contient un peu de manganèse toujours. Le 45 est la teneur en carbone multipliée par 100, donc dans ce cas-là, on a 0,45 de carbone. Et ensuite, un suffixe éventuellement de qualité. Il ne peut rien avoir, on le verra par la suite. Mais quand il y a un suffixe de la qualité, le E veut dire que le soufre est inférieur à 0,035% et R compris entre 0,020 et 0,040. Pourquoi mettre deux suffixes de qualité? Le R a l'intérêt de toujours présenter un peu de soufre qui va être utile, on le reverra par la suite, pour améliorer l'usinabilité. Et dans ce cas-là, on a une garantie d'avoir toujours un minimum de soufre pour améliorer l'usinabilité. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces aciers? Eh bien, on a tout d'abord des aciers de qualité qui vont du C25 au C60 dans la norme NFEN ISO 683-1 et des aciers spéciaux avec justement les fameux suffixes de qualité E ou R avec des quantités donc plus faibles de soufre et de phosphore. Quand il n'y a pas de suffixe, les quantités de soufre et de phosphore sont plus élevées. Donc, malgré leur nom, aciers de qualité sont plutôt des aciers de mauvaise qualité. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire avec ces aciers? Eh bien, pas mal de choses, notamment de la boulonnerie, des fixations, des ressorts qui vont devoir être trempés par la suite, des outillages à main, des jauges. Alors bon, pas des choses de très très haute qualité, hein. Je vous ai présenté mon marteau, donc j'utilise Océtim, donc c'est bon des choses d'outillage à main, quoi, de manière générale, mais aussi des jauges, hein, des calibres également. Et puis, de manière générale, des pièces de petite dimension. Parce qu'un souci avec ces aciers non alliés, eh bien, c'est qu'on n'arrive pas à tremper à cœur des pièces de plus de 10 mm, ce qui est quand même très faible. Pour améliorer cet état de fait et obtenir une possibilité de tremper des pièces de plus grande dimension, eh bien, on va utiliser des éléments d'addition. Alors, on va commencer par présenter les moyens de désignation. Cette fois-ci, il n'y a plus de préfixe. On part directement sur la teneur en carbone multipliée par 100. Et ensuite, on indique le symbole chimique des différents éléments d'addition présents dans l'alliage par ordre décroissant. C'est-à-dire que dans ce cas-là, le chrome sera en quantité plus importante que le molybdène. Et ensuite, il y a un chiffre qui représente la teneur du premier élément. Alors, c'est là que ça devient un peu compliqué. Ce chiffre est affecté d'un coefficient multiplicateur pour éviter d'avoir dans les désignations des chiffres à virgule. Donc, pour les principaux éléments d'addition comme le chrome, le cobalt, le manganèse, le nickel, le silicium, le tungstène, ce coefficient est de 4. Donc là, par exemple, le chiffre qui est indiqué ici, la teneur est multipliée par 4. Donc, on a 4 divisé par 4, on a 1% de chrome dans cet acier de construction très couramment utilisé en construction mécanique. Pour d'autres éléments d'addition comme le molybdène ou l'aluminium, le coefficient est de 10. Pour le soufre, il est de 100. Et pour le bore qu'on rajoute en très très faible quantité, il est de 1000. Donc ça vous permet de lire ces désignations relativement simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a comme acier allié? Eh bien, tout d'abord, on a des aciers pour trempe revenus au manganèse. Alors, dans le cas des aciers de construction, ces aciers sont relativement peu présents en France. Mais par contre, on les trouve pas mal en tant qu'acier de cémentation. On va donc faire avec des éléments comme des engrenages, des arbres de transmission, des choses comme ça, pour notamment l'industrie automobile ou d'autres applications, mais l'automobile étant la principale application. Alors l'intérêt de rajouter du manganèse, c'est qu'on va améliorer
la trempabilité, donc la capacité de tremper des pièces de plus grande dimension. Là, on arrive à tremper environ une trentaine de millimètres. Si on a des pièces de dimension plus importante, au cœur de la pièce, on n'aura pas de martensite, on aura autre chose, de la bénite ou de la ferrite perlite après trempe. Mais au moins, on arrive à tremper une épaisseur beaucoup plus importante que si l'acier ne contenait pas l'élément manganèse. Qu'est-ce qu'on a comme autre famille d'aciers? Eh bien, des aciers au silicium avec lesquels on va faire beaucoup de ressorts. Donc, on va trouver des aciers du type 38 SI7 avec donc environ 0,4% de carbone et 1,75 de silicium. Et des aciers qui sont la limite des aciers de construction, comme le 46 SI CRMO6, qui peut être utilisé, avec lesquels on peut faire des ressorts de beaucoup plus gros diamètre. On va jusqu'à environ une cinquantaine, une soixantaine de millimètres. Pareil, si on va au-delà, ce qui arrive parfois, on risque d'avoir des phases un petit peu divergentes au cœur de la pièce. Donc, beaucoup d'acier à ressort avec ces aciers au silicium. On a également des aciers au chrome. Ce sont les aciers de construction par excellence. Surtout quand on rajoute du molybdène, on va retrouver des aciers du type 34 CRMO4, 42 CRMO4 par exemple, ou des aciers pré-traités que vous connaissez tous, des aciers pré-traités par exemple à 110 kg par exemple, qui sont des aciers par exemple 40 CR, MN, MO8 par exemple, à 2% de chrome. Donc on fait n'importe quel type de pièce mécanique avec ces aciers de construction. On fait, ici j'ai mis l'exemple de Villebrequin, de Cardan, de choses comme ça, mais vraiment tout ce qui existe sur le marché dans le domaine de la mécanique trouve des applications avec ces aciers. Quand on a besoin de tremper des pièces de beaucoup plus gros diamètre, on va rajouter un élément qui est extrêmement important dans le domaine de la mécanique, le nickel. Là, on passe de quelques dizaines de millimètres à des centaines de millimètres. On va pouvoir, par exemple, tremper des trains d'atterrissage d'avions. Alors, on va utiliser des aciers comme celui-là, par exemple, qui contient aux alentours de 2% de nickel, ou donc le 30 CRNI MO8, ou un acier typiquement français, qui ne figure plus d'ailleurs dans la nouvelle norme NFEN ISO 683-2, la norme internationale, donc qui n'y a jamais figuré d'ailleurs, parce que c'est une norme nouvelle. Et donc, on peut le trouver encore dans des normes françaises, mais malheureusement pas dans la norme internationale. C'est l'acier, par exemple, qui avait été utilisé pour faire le train d'atterrissage du Concorde, qui est très utilisé en France et généralement considéré comme le meilleur acier de construction actuellement sur le marché. Bon, sachez que les propriétés sont relativement voisines de celles du 30 CRNI MO8, qui est un bon substitut, mais qui n'a quand même tout de même pas la même trempabilité. Enfin, on a des aciers au bord, donc on va utiliser beaucoup dans l'industrie automobile, et bien notamment pour faire des éléments de châssis. Là, je vous ai indiqué par exemple le pied milieu, c'est là où on a les serrures et les gonds en fait des portières sur les voitures. Et bien comment faire? Soit vous utilisez une tôle très épaisse parce que là on doit empêcher la voiture de s'écraser en cas de retournement. Donc il faut que ce soit très résistant. Donc première possibilité, on prend une tôle très épaisse pour faire ces pièces. C'est pas facile parce que c'est une pièce qui est assez tourmentée. Vous le voyez au niveau de sa forme. Et puis on a un autre souci, c'est que ça pèse lourd. Donc on a tout intérêt à utiliser quelque chose de beaucoup moins épais, mais de beaucoup plus résistant. Alors comment faire? Eh bien, on va utiliser des aciers au bord. On va les chauffer aux alentours de 900 degrés et on va les mettre directement sous presse. Et les morts de la presse vont être refroidis et la pièce va tremper sous presse. Et là, on empêchera les déformations inhérentes au traitement thermique parce que la pièce elle est comprimée par le poinçon et la matrice. Donc, on va obtenir directement à l'issue du passage à la presse des pièces directement montables, utilisables donc sur les chaînes. Donc, c'est ce qu'on appelle le formage à chaud et c'est très utilisé par l'automobile et pour le matériel agricole, notamment sur cette nuance ici très utilisée dans le domaine de l'automobile, c'est l'acier qu'on appelle des fois Usibor, c'est l'acier Usibor d'ArcelorMittal et qui est utilisé pour le formage à chaud, notamment des pieds milieux pour à peu près tous les constructeurs automobiles européens. Et pour le machinisme agricole, cet acier-là est également beaucoup utilisé. Il permet d'obtenir des duretés bien plus élevées et qui permettent, par exemple, de faire des pièces d'usure, notamment
pièces qui supportent des frottements. Il existe également des aciers à usinabilité améliorée. Nos collègues de la vallée de l'Arve, en Savoie, adorent ces aciers pour accélérer les processus d'usinage. Il en existe principalement de 3 types. Déjà les aciers R dont on a déjà parlé, qui contiennent donc entre 0,020 et 0,040% de soufre. On a au minimum 0,020 de soufre, ce qui permet déjà d'avoir des petits sulfures qui donnent une garantie d'un minimum d'usinabilité. Donc on va trouver des aciers au carbone avec la lettre, le suffixe R, mais également des aciers alliés qui contiennent également du soufre, qui rentrent dans cette catégorie. Et puis il y a des aciers resulfurés, et bien notamment, on a déjà cité ces aciers, c'est l'acier pré-traité à 110 kg, le 40CR MnMO8, qui contient des ajouts de soufre, en général entre 0,1 et 0,3% de carbone. Ils sont dans la norme ISO 683-4. Et dans ce cas-là, on va avoir une possibilité d'avoir de très nombreux sulfures à l'intérieur de l'alliage. Et quand l'outil arrive sur un sulfure, eh bien en fait, ce qui se passe, c'est que le copeau se fragmente. Et les usineurs adorent les copeaux fragmentés qui facilitent l'usinabilité. Ils ont horreur des copeaux longs qui s'enroulent partout autour des outils, des porte-outils. Donc ça pose beaucoup moins de problèmes d'avoir des copeaux fragmentés. Et donc les sulfures présents grâce donc à ces teneurs élevées en soufre, eh bien, permettent donc d'obtenir ces copeaux fragmentés, d'améliorer l'usinabilité. Par contre, attention, notamment si on a des contraintes parallèlement à la direction, ce qu'on appelle la structure en bande formée par les sulfures, eh bien, les caractéristiques et les facilités de former des amorces de rupture dans l'alliage sont très importantes. Et donc, les propriétés mécaniques des aciers resulfurés ne sont pas équivalentes aux aciers qui ne sont pas resulfurés, qui contiennent des teneurs en soufre réduites. Alors donc, dans les aciers de décolletage que l'on trouve dans la fameuse ISO 683-4, on trouve des aciers, par exemple, pour la cémentation, par exemple, ou d'autres pour la construction mécanique directement, avec lesquels on va faire des pièces mécaniques pour la trempe revenue, pour la trempe superficielle, ou par exemple des colonnes de direction, des pièces utilisées directement en état recuit dans certains cas. Alors maintenant, les aciers inoxydables. Alors les aciers inoxydables, on a vu qu'ils contenaient au minimum 10,5% de chrome, selon la norme 10,020, et donc ils contiennent il y a au moins un élément qui est à plus de 5%. Et pour tous ces alliages, s'il y a au moins un élément qui est présent à plus de 5%, eh bien, on a une manière de dénommer, de désigner les alliages un petit peu différente des autres aciers. On va d'abord mettre un préfixe, le X, qui va indiquer qu'on a affaire à des aciers fortement alliés. Ensuite, la teneur en carbone multipliée par 100, ça ne change pas. Les éléments d'addition symbolisés par leur symbole chimique dans l'ordre décroissant de teneur, ça ne change pas non plus. Donc chrome, nickel, molybdène dans ce cas-là. Et les teneurs, mais cette fois-ci en pourcent directement. Donc si on lit complètement la désignation, on a donc affaire à un acier fortement allié qui contient 0,05% de carbone, 17 de chrome, 12 de nickel et 2% de molybdène. Donc c'est un acier inoxydable austenitique, le 316, pour les connaisseurs. Alors justement, les aciers inoxydables. Comment on obtient un acier inoxydable? On a vu qu'il fallait rajouter au minimum 10,5% de chrome. Pourquoi? Bien, vous savez que quand vous mettez un acier ordinaire en contact avec une atmosphère humide, vous avez immédiatement de la rouille. En fait, on crée un oxyde ou un hydroxyde de fer. Il est poreux, ce qui n'empêche pas plus exactement l'eau de rentrer dans cet édifice poreux et de continuer son travail d'oxydation au travers de cet édifice qui est poreux. Si on rajoute du chrome, eh bien, au lieu de former un hydroxyde de fer, on va former un hydroxyde de chrome. Et cette fois-ci, la couche, elle est continue et compacte. Elle est continue si on rajoute suffisamment de chrome et elle est compacte parce que c'est la propriété de l'hydroxyde de chrome. Et là, donc, on va avoir un effet barrière et l'humidité ne va pas pouvoir continuer son travail de sape, ne va pas pouvoir traverser cette couche compacte. Et donc, on aura une passivation qui va être réalisée sur les alliages. Alors, notez que cette couche ne fait que quelques nanomètres, entre 2 et 6 nanomètres.
Donc ça fait 2 millièmes, entre 2 et 6 millièmes de micron, hein, c'est quand même pas énorme, hein. Ça fait environ entre 20 et 60 positions atomiques les unes sur les autres. Pour améliorer les caractéristiques, on utilise souvent des aciers inoxydables contenant du nickel pour obtenir une structure austénitique. Et on va utiliser également du nickel pour renforcer la résistance en milieu marin. On a des aciers austénitiques qui représentent environ 70% du marché, des aciers ferritiques qui sont plutôt bas de gamme, qui ne contiennent pas de nickel comme les aciers austénitiques, qui permettent de faire des choses beaucoup moins chères, des aciers martensitiques qui permettent de faire des éléments plus résistants, plus durs, mais qui sont moins résistants à la corrosion, et les aciers plus chers, mais qui permettent d'avoir des propriétés mécaniques et de la tenue à la corrosion bien plus élevées qu'avec les alliages précédents, notamment des aciers dits duplex austénoferritiques ou des aciers dits à durcissement structural, très utilisés dans le domaine de la défense ou de l'aéronautique principalement. Alors, suivant ce que vous voulez faire, eh bien, vous allez utiliser des aciers martensitiques si vous avez besoin d'une très forte dureté, mais si vous admettez une tenue à la corrosion un peu plus faible. Si vous avez besoin de fortes tenues à la corrosion, vous utiliserez plutôt des aciers ferritiques, austénoferritiques ou austénitiques. Et puis, si vous avez besoin d'un bon compromis entre toutes ces caractéristiques, les durcissements structuraux sont là, mais sont très chers également. En ce qui concerne les aciers outils, on va distinguer principalement des aciers de travail à froid. Alors, on a dedans des aciers non alliés, mais très rares maintenant. Donc, on a parlé d'outillage à main, par exemple, des jauges, des burins, et des aciers alliés, notamment au chrome, qui vont permettre de faire des outils de découpe, emboutissage, de frappe à froid, d'extrusion. On va faire des matrices, des poinçons, des galets. On a notamment des alliages à 12 de chrome et des alliages à 8 de chrome. Les alliages à 8 de chrome sont plus récents et permettent d'obtenir un meilleur compromis entre la résistance à l'usure et la tenue au choc. Et puis on a des aciers de travail à chaud qu'on va pouvoir emmener à des températures de l'ordre de 400-500 degrés pour faire du formage à chaud, de l'injection d'alliages légers, des moules plastiques. Au fur et à mesure qu'on veut des polissages de plus en plus poussés, eh bien, on va utiliser des matériaux ne contenant de moins en moins d'impuretés, notamment de soufre, pour obtenir une meilleure polissabilité. Vous remarquez qu'on utilise beaucoup des aciers à 5% de chrome dans ces cas d'application pour obtenir une bonne tenue au choc et au choc thermique. Et puis, donc, on va aussi utiliser pour les outils de coupe, de découpe, eh bien, des aciers à coupe rapide, comme ici le HS652. Alors, qu'est-ce que ça veut dire HS652? HS donc signifie high speed, acier à coupe rapide. On a 6% de tungstène, 5% de molybdène, 2% de vanadium, et on rajoute du cobalt. Donc, si un quatrième chiffre, s'il y a du cobalt. Et c'est toujours le même ordre, hein, toujours le même ordre, tungstène, molybdène, vanadium et éventuellement cobalt. Monsieur Buveron, j'invite tous nos participants à répondre à cette petite question. Merci à tous pour votre participation. Monsieur Buveron, je vous redonne la parole. Alors, on va parler donc maintenant des traitements. Donc, comme on l'a vu, l'acier à l'état recuit ne présente pas des caractéristiques très intéressantes. On va pouvoir améliorer considérablement les caractéristiques en réalisant des traitements pour leur permettre de résister à des différentes sollicitations, comme la traction-compression, la torsion, la flexion, l'abrasion, le grippage, la fatigue superficielle, la corrosion. Et donc, ces traitements peuvent affecter la surface, la sous-couche, et peuvent aller, on le verra,
pour les premiers qu'on passera en vue, eh bien, la masse complète de la pièce, l'ensemble de l'épaisseur des pièces. Donc, on passera en revue donc les traitements thermiques dans la masse, recuit, trempe, revenu. Les traitements thermiques superficiels comme la cémentation, carbo, nitru, ration, trempe après chauffage superficiel. Des revêtements permettant d'améliorer la tenue à l'abrasion comme les PVD, la projection thermique ou des rechargements soudés ou laser. Et puis les traitements permettant notamment d'améliorer la tenue à la corrosion, réalisés par voie humide comme entre autres donc le chromage dur électrolytique, le nickel chimique ou le nickel électrolytique. Et on passera donc un petit regard rapide sur le grainage de précontrainte. Alors le recuit, pourquoi faire des recuits? Eh bien parfois il faut malléabiliser les pièces pour leur permettre d'être suffisamment formables ou usinables. Ça permet également d'homogénéiser, de détensionner ou de réduire éventuellement la taille des grains. Alors, les caractéristiques obtenues à la fin du recuit sont généralement les plus faibles possibles, hein. On ne fait pas des recuits pour améliorer les propriétés mécaniques de résistance. Donc, comment on les met en œuvre? Eh bien, dans des fours qui peuvent être sous air, sous atmosphère contrôlée, voire sous vide. Hein, quand on confie en sous-traitance des recuits, bien souvent, ils sont faits sous vide. Et donc, les paramètres utilisés, bon, ça varie dans une large mesure en fonction du but à atteindre, entre 400 et 1200 degrés. Les durées peuvent aller d'environ 1 heure à plus d'une centaine d'heures de maintien à température. Et les refroidissements sont généralement lents, voire très lents, ou des fois un petit peu plus rapides dans le cas de recuit de normalisation. Quels sont les avantages du recuit? Eh bien, on améliore les propriétés d'usinabilité et de formabilité. On détensionne les pièces, on peut réduire éventuellement la taille des grains, pour un cas particulier, le recuit de normalisation ou de régénération de la taille de grain. Et c'est un procédé qu'on trouve partout, donc qui est très largement disponible. Par contre, attention, je le répète, les résistances mécaniques sont faibles et ces traitements sont généralement longs et coûteux et on cherche à s'en passer dans la mesure du possible de plus en plus. Ce qui n'est pas toujours bien, on préfère faire du traitement thermique, bien évidemment, quand on est un spécialiste du traitement thermique. Et autrement, donc on a les traitements qui vont donc permettre d'améliorer les caractéristiques mécaniques des aciers, notamment la trempe revenue dans la masse. Donc là, le but est d'obtenir la fameuse structure martensitique pour des aciers de construction ou pour des aciers inoxydables ou des aciers d'outillage. Alors quand je parle d'acier inoxydable, eh bien je parle d'acier inoxydable martensitique. Hein. Les autres aciers ferritiques, austénitiques, austénoferritiques ne prennent pas la trempe. Donc après la trempe, on fait suivre d'un revenu. C'est notamment le cas pour les aciers de construction et les aciers inoxydables. Donc il y a un revenu. Il peut y en avoir même plusieurs dans le cas d'acier d'outillage pour obtenir un bon compromis entre la tenue au choc et la résistance mécanique. On obtient des duretés comprises entre 40 et 65 HRC, principalement en fonction de la teneur en carbone de l'alliage initial. Et on obtient un durcissement de l'ensemble de la pièce, évidemment, suivant la trempabilité de l'acier, comme on l'a déjà évoqué, suivant la présence ou non d'éléments d'addition. Au niveau des paramètres, la température de trempe est quelque chose de bien codifié, qu'on trouve dans les normes. Elle varie entre 780 et 1200 degrés en fonction du but à atteindre. La durée varie entre 30 minutes et plusieurs heures de maintien à température suivant la taille des pièces principalement. Et on refroidit assez vite. Ça peut être de l'eau, de l'huile, des gaz ou des polymères mélangés à de l'eau. Et au niveau du revenu qui suit la trempe, eh bien, il varie entre 200 et 680 degrés en fonction de ce qu'on désire comme caractéristique mécanique. Et le refroidissement, par contre, là, est beaucoup plus lent qu'après la trempe. Et ça se fait sous air, sous atmosphère contrôlée, et de plus en plus sous vide. Donc, vous avez un exemple de four sous vide en bas à droite. Quels sont les avantages de la trempe et du revenu dans la masse? Eh bien, le durcissement affecte l'ensemble de la pièce. On améliore la résistance mécanique et la limite d'endurance. On améliore la tenue au choc à basse température. Et on a un procédé qui est largement disponible partout en France. On trouve des sous-traitants capables de réaliser ce genre de traitement. Par contre, attention, la trempe revenue déforme les pièces et on peut éventuellement avoir des fissurations, notamment sur les pièces contenant de forte massivité et contenant pas mal de carbone.
Et la profondeur de traitement dépend de la composition de l'acier, comme on l'a déjà évoqué, de la présence ou non d'éléments d'addition et de la taille des pièces. Alors on en arrive aux traitements superficiels qui ne vont pas affecter l'ensemble de la pièce, mais une certaine épaisseur à la surface. On va commencer par la cémentation. On va utiliser un acier contenant peu de carbone, aux alentours de 0,2% de carbone, et on va enrichir uniquement la surface sur environ 1 mm à peu près. Ça peut aller, dans certains cas de niche, sur plusieurs millimètres, donc 5-6 mm, mais généralement on est aux alentours du millimètre. On obtient des duretés de l'ordre de 60 à 65 HRC. Après cémentation, il y a toujours une trempe. Si on ne trempe pas la pièce cémentée, on obtient des structures de recuit qui ne sont pas dures. Donc il faut absolument, pour obtenir la dureté de 60 à 65 HRC, tremper et faire un revenu détente aux alentours de 200 degrés. L'intérêt, et on le reverra par la suite, et de la cémentation, c'est d'avoir une surface dure qui résiste aux contraintes rencontrées en service et d'avoir un cœur malléable. On va utiliser cette cémentation pour réaliser quel type de pièces? Eh bien, notamment des pièces de transmission, des grosses pièces, généralement de grandes dimensions, des arbres, des roues dentées, des roulements de grandes dimensions. Comment on met en œuvre? Eh bien, on va chauffer les pièces aux alentours de 900 à 1050 degrés pendant des durées comprises entre 1 et 20 heures généralement, mais ça peut être plusieurs jours d'affilée pour les profondeurs de plusieurs millimètres. Et on va tremper, comme on l'a déjà évoqué, donc à l'huile ou à l'eau et au polymère généralement. Mais ça peut se faire également en trempe gaz, hein, notamment. On le voit par exemple sur le cliché qui est en bas à droite, une installation de cémentation basse pression où on utilise de la trempe gaz. Donc, quels sont les moyens utilisés? Eh bien, on a longtemps utilisé la cémentation solide pendant des millénaires. Le bain de sel qui utilise des cyanures qui est en voie d'abandon pour des raisons que vous pouvez comprendre facilement. Et puis, ce qu'on utilise le plus souvent, ce sont la cémentation gazeuse, telle que vous la voyez sur la photo en haut à droite, et aussi la cémentation basse pression, notamment utilisée par l'automobile pour des grandes séries et qui permet d'obtenir une qualité métallurgique vraiment très très bonne. Quels sont les avantages? Eh bien, c'est principalement le fait d'obtenir une structure mixte, dure et malléable, dure en surface et malléable à cœur, permettant de supporter des chocs importants et d'avoir une bonne tenue à l'abrasion grâce à la dureté superficielle. On a une bonne tenue à la fatigue mécanique. On a des procédés qui sont disponibles, on trouve partout des fours de cémentation et il n'y a pas d'écaillage de la couche traitée possible puisqu'en fait c'est une diffusion du carbone dans l'alliage. On n'a pas de couche, c'est pas un dépôt. Par contre, on peut avoir des déformations importantes en cémentation. On a ce qu'on appelle des teneurs en austénite résiduelle, parfois instables, en proportion parfois importante. Je ne rentre pas dans les détails. Et en cémentation gazeuse, un défaut, une oxydation qui pénètre le long des joints de grains et qui diminue la tenue à la fatigue, qu'il va falloir éliminer par reprise en usinage, rectification ou usinage. Donc ces éléments nécessitent des actions correctives dans lesquelles je ne vais pas rentrer aujourd'hui, mais pour limiter ces inconvénients. Monsieur Autrement, Bron, oui, pardon de vous couper, j'invite à nouveau tous nos participants à répondre à cette nouvelle question. Merci à tous pour votre participation. Monsieur Buvron, je vous redonne la main. merci. Alors, on parlait donc de la carbonitruration. La cémentation représente à peu près un tiers des pièces traitées superficiellement en France. La carbonitruration, 40%. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on l'utilise pour réaliser des engrenages utilisés dans les boîtes de vitesse automobiles. Donc, c'est grâce aux applications automobiles qu'on a un tel pourcentage.
Quel est l'intérêt de la carbonitruration? C'est un dérivé de la cémentation où, au lieu d'introduire uniquement du carbone, on rajoute en plus de l'azote. Et ça permet d'utiliser, d'obtenir des vitesses de diffusion plus importantes et donc de limiter les temps de traitement et donc de limiter les déformations des pièces. À l'issue de la carbonitruration, on a toujours, c'est un dérivé de la cémentation, on a toujours une trempe et un revenu de détente, et donc on obtient toujours une surface dure et un cœur malléable. On obtient des duretés voisines de celles de la cémentation, aux alentours de 60-65 HRC, et des profondeurs qui sont généralement comprises entre 0,3 et 0,5. Ça peut être plus bas, 0,15 par exemple, chez un fabricant de sièges automobiles, ou beaucoup plus élevé chez les fabricants d'engrenages pour l'automobile qui vont jusqu'à 1 mm. Mais globalement, donc en sous-traitance, si vous voulez faire de la carbo, on va tomber souvent sur des profondeurs de 0,3 à 0,5. Donc, ils sont plus faibles qu'en cémentation. Donc, comme je vous l'ai déjà indiqué, beaucoup d'engrenages réalisés, des pièces de petite dimension, et également énormément de pièces de fixation réalisées en carbonitruration. Comment elle est réalisée? À des températures un peu plus basses que la cémentation généralement, pendant des durées plus courtes, de 1 à 6 heures, et derrière, on trempe à l'huile, à l'eau ou au polymère. Ce qu'on utilise généralement en immense majorité, c'est une carbonitruration gazeuse dans des fours tels que vous avez en photo ou en schéma sur la droite. Et il existe, il faut le noter actuellement en émergent, une carbonitruration basse pression qui apparaît chez certains sous-traitants et chez certains constructeurs automobiles, notamment PSA, je crois, dans son usine de Valenciennes. Quels sont les avantages de la carbonitruration? C'est un procédé qui est très largement disponible. On a l'austénite résiduelle qu'on peut éventuellement former à l'issue de la trempe est stable, donc a moins de tendance à se retransformer, ce qui pose beaucoup moins de problèmes qu'avec la cémentation. On a un bon compromis entre la tenue à l'abrasion et la fatigue mécanique. On n'a pas d'écaillage de la couche traitée. Et là j'insiste, c'est la tendance actuelle, eh bien, on peut augmenter fortement la limite d'endurance en réalisant en plus un grenage de précontrainte. Donc on va réaliser la carbonitruration et réaliser ensuite un grenage de précontrainte. Les engrenages automobiles sont quasiment faits systématiquement, en tout cas ceux des marques françaises qui sont assez en avance de ce point de vue-là, eh bien, réalisent les engrenages de cette manière-là, carbonitruration et grenage de précontrainte. On a des déformations possibles, mais beaucoup plus faibles qu'en cémentation, c'est un inconvénient. Donc on peut toujours avoir des déformations, mais moins importantes qu'en cémentation. Et on peut toujours avoir des oxydations internes en carbonitruration gazeuse, donc parfois obligation de reprise si on cherche les propriétés de tenue en fatigue les plus importantes. Au niveau des nitrurations, eh bien là, on va changer carrément de registre puisque au lieu de faire une trempe revenue après traitement, la trempe s'effectue avant traitement. On va faire une trempe et un revenu et la nitruration s'effectue, donc on va le voir aux alentours de 500 degrés, et donc sur des pièces déjà trempées revenues, voire recuites, mais c'est plus rare. Dans ce cas-là, les caractéristiques sont plus faibles. On va introduire de l'azote qui va former des nitrures et qui va permettre une forte augmentation de la dureté. On va former une couche de combinaison éventuellement de nitrures en surface qui va faire entre 5 et 25 microns et une couche de diffusion avec de petits nitrures qui vont se former répartis sur donc environ 2 à 3 dixièmes de millimètre jusqu'à 1 mm pour des applications de niche. Et on peut utiliser des aciers non ou faiblement alliés donc en fonction des utilisations. La dureté peut monter de manière jusqu'à des valeurs très élevées, jusqu'à 1400 vickers environ. Et comme je vous l'ai déjà indiqué, la profondeur évolue généralement entre 0,2 et 0,3. On peut faire également plus faible pour des outillages ou beaucoup plus élevé, par exemple pour des pièces destinées à la compétition automobile ou aux hélicoptères. Pour les applications, eh bien, c'est n'importe quelle pièce mécanique devant supporter l'abrasion et le grippage. En effet, la couche de combinaison que l'on crée, la couche de nitrure, eh bien, permet d'obtenir de bonnes propriétés de frottement. Donc la nitruration s'effectue à basse température par rapport à la carbonitruration ou à la cémentation. On est aux alentours de 350 jusqu'à environ 570 degrés. Les durées, par contre, sont longues. À obtenir 0,3 en nitruration gazeuse, ça dure environ une journée. On compte des cycles qui font une vingtaine d'heures.
Vous avez ici la photo d'une couche nitrurée avec en blanc la fameuse couche de combinaison composée de nitrure et la couche de diffusion en sombre. Des fours de nitruration gazeuse et ici des fours par plasma, des fours de nitruration ionique largement utilisés pour réaliser des petites charges. Alors justement, on va utiliser comme moyen de nitruration des bains de sel, mais de moins en moins. Une atmosphère gazeuse contrôlée, c'est le plus utilisé notamment pour l'automobile qui permet de traiter des charges de grande dimension. On peut utiliser de la basse pression. On peut aussi utiliser, comme je l'ai évoqué, le plasma dans des fours de nitruration ionique, mais attention, plutôt pour des petites charges, des petites séries, des outillages par exemple. L'avantage, c'est que c'est un procédé qui est très disponible. On a une augmentation très importante de la dureté sur des aciers contenant des éléments d'addition intéressants. On a eu une amélioration considérable de la tenue en fatigue. C'est pour ça que l'aéronautique s'intéresse beaucoup à ces traitements. Et on a de très faibles déformations, étant donné la température faible de réalisation sous les températures de traitement préalables. Et on a une amélioration des propriétés de frottement en nitrocarburation, ce qu'on appelle, où on a une formation d'une couche de nitrure, une couche de combinaison de forte épaisseur. Attention, cette couche de combinaison peut s'écailler et on a des porosités également dans cette couche de combinaison qu'on obtient en nitruation gazeuse ou en basse pression. Autrement, eh bien, on peut tremper sans affecter l'ensemble de la pièce. On peut faire ce qu'on appelle une trempe après chauffage superficiel qui va affecter uniquement la peau de la pièce. Donc ça consiste en fait à faire une trempe et un revenu. Et la dureté est due à la formation de martensite, comme dans une trempe dans la masse, mais qui ne va affecter que la peau qui seule sera chauffée. Et donc la dureté dépend principalement de la teneur en carbone initiale. On obtient des duretés de l'ordre au maximum de 700 environ, et donc on a des profondeurs qui varient de quelques microns jusqu'à environ 15 mm, par exemple sur du 50 CRMO4. Alors, quelle est l'application? Eh bien, on va faire des trempes partielles de pièces mécaniques. Parfois, on a besoin d'une portée de joint sur une toute petite partie d'une pièce mécanique. Eh bien, ce genre de traitement permet de faire des traitements partiels. Comment on le met en œuvre? Eh bien, principalement en utilisant l'induction. Donc, on va utiliser une bobine dans laquelle passe un fort courant qui va générer un champ magnétique et qui va chauffer la peau de la pièce en suivant certaines fréquences de courant. Donc, on est capable d'utiliser, de réaliser des traitements locaux, comme je l'indiquais déjà. Alors, sachez qu'on n'est pas obligé d'utiliser l'induction, mais c'est le principal moyen utilisé. On peut aussi utiliser le chalumeau, c'est ce qu'on utilisait auparavant, qui a tendance à disparaître complètement, mais aussi de plus en plus le laser. On a des applications automobiles actuellement, notamment chez un fabricant de sièges, du laser, et le plasma également, avec un arc transféré, on arrive à chauffer également des surfaces de pièces. L'avantage, c'est que c'est un procédé très économique pour des très grandes séries. Attention, uniquement pour des très grandes séries. Si vous avez quelques pièces à traiter, il est au contraire plus cher que tous les autres traitements superficiels qu'on a vus préalablement. C'est un procédé qui est disponible, notamment dans le cas de l'induction. Il y a beaucoup de sous-traitants qui réalisent ce genre de traitement. Et puis, il y a beaucoup de gens intégrés qui maîtrisent ce traitement également. Les déformations sont faibles puisque la trempe n'affecte que la surface. On n'a pas d'écaillage de la couche traitée possible parce que c'est pas un dépôt que l'on forme à la surface, c'est une transformation de la structure de la peau. Alors certains traitements sont peu disponibles comme le plasma ou le laser. Par contre, les risques de tapure, et ça c'est le défaut le plus important de ces traitements-là, ils nécessitent une mise au point très fastidieuse parce que les risques de tapure sont très importants. Des pièces fissurées après ce traitement sont légion. On a des zones qu'on appelle de sortie de profil ou de recouvrement qui peuvent être très fragiles sur les pièces. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais sachez que il faut l'avoir en tête. On peut avoir des zones très fragiles qui peuvent initier des amorces de rupture sur ces zones de sortie de profil. On a des profondeurs traitées qui peuvent être irrégulières, notamment c'est le cas du laser ou du plasma. Alors maintenant, on va arriver. Oui? Monsieur Buvron, pardon, excusez-moi, je vous coupe. J'invite une dernière fois les participants à répondre à cette dernière question.
Merci à tous pour votre participation. Monsieur Buvron, je vous redonne la main. Merci. Alors, on va maintenant parler d'un traitement, d'un revêtement qui est réalisé par voie sèche dans des fours sous vide. On le verra, je vous montrerai des photos sur le slide d'après. Donc, qui permet d'être utilisé directement, notamment sur des outillages. On va réaliser notamment des revêtements de nitrure de titane, de nitrure de chrome, de nitrure d'aluminium chrome, par exemple, qui ont des propriétés frottantes intéressantes et permettent d'obtenir une bonne tenue à l'abrasion. Alors, comment on obtient ces revêtements? On est sous vide et on va évaporer un métal qui va se combiner avec un gaz réactif pour former le fameux composé que je viens d'évoquer. Ça permet d'obtenir donc des nitrures ou des carbures très durs qui ont des duretés comprises généralement entre 1700 et 3500 Vickers, donc à peu près 5 fois ce qu'on obtient sur un acier trempé revenu. Et par contre, les épaisseurs sont très faibles, hein, il faut le noter. Là, on a des épaisseurs de 2 à 10 microns seulement. Et 10 microns, c'est un grand maximum. Généralement, on est entre 2 et 4 microns. Donc, on va les utiliser sur les outillages, mais également en sous-couche d'autres revêtements, et en particulier des revêtements DLC, qui sont des revêtements à base de carbone utilisés beaucoup dans l'industrie automobile, par exemple sur des segments ou des axes de piston. Alors, je vous ai dit, ça s'est réalisé dans des fours sous vide. Vous en avez des exemples à droite, là, ici. Donc, on obtient des vides très poussés, de l'ordre de 10-6 millibars. Les traitements se font entre 150 et 500 degrés. Il y a un dégraissage préalable assez poussé et un décapage qui peut être réalisé sur la chaîne de traitement de surface, mais le plus souvent dans le four, hein, qui permet d'obtenir une élimination des oxydes présents éventuellement à la surface. Quel est l'avantage du revêtement PVD? Eh bien, c'est la très grande dureté et la très grande adhérence des revêtements. Donc, on n'a pas de déformation si les revenus, si le traitement thermique était réalisé auparavant est compatible. Par contre, attention, si vous avez de très fortes abrasions, notez bien que la très faible épaisseur du revêtement, ce n'est pas destiné à supporter des érosions, par exemple, très importantes. Si vous êtes dans ce cas-là, il y a des revêtements par projection thermique qui peuvent être plus adaptés. On va pouvoir faire, par exemple, des revêtements de carbure ou de céramique en projetant donc un composé, un carbure, une céramique, un métal pur, donc après fusion, donc directement sur la surface des pièces. On verra comment tout à l'heure. Et on va former des petites gouttelettes qui vont s'accumuler, hein. Vous avez donc en bas à droite l'accumulation des gouttelettes que l'on forme à la surface. On peut obtenir des duretés relativement élevées et des épaisseurs qui peuvent monter à plusieurs millimètres. La projection thermique est aussi un moyen de faire de la fabrication additive. Et donc on a au niveau des applications, des pièces qui supportent des érosions importantes et des barrières thermiques, par exemple, les aubes des réacteurs, par exemple, peuvent être traitées de cette manière. La température atteinte par les pièces est de l'ordre de 150 degrés, ce qui permet d'éviter de changer la structure de la pièce. C'est adaptable à la plupart des aciers. On a des dimensions éventuellement très importantes. On n'est pas trop limité par les dimensions. C'est la taille de la cabine généralement et du robot qui limite plutôt les dimensions. C'est plutôt adapté à des pièces de grande dimension qu'à des toutes petites pièces d'ailleurs, entre parenthèses. Et on peut faire éventuellement ce qu'on appelle des refusions pour améliorer éventuellement l'adhérence, notamment. Alors, quels moyens vont être utilisés? Eh bien, ça peut être un simple chalumeau, de l'arc électrique, un plasma, c'est ce que vous avez ici, pour un procédé qu'on appelle l'APS. On va utiliser en fait une torche plasma pour projeter en fait les particules. Et puis des procédés qu'on dit hypersoniques comme l'HVOF, High Velocity Oxygen Fuel, qui utilise le principe du moteur fusée, ou ce qu'on appelle le DIGUN, donc le canon à détonation, qui permettent d'obtenir des vitesses de projection de l'ordre de 600 mètres par seconde. Et puis le petit dernier qui est arrivé dans les années 2000, qu'on appelle le cold spray, qui est lui adapté à des matériaux malléables, comme le cuivre, l'aluminium, et qui lui est envoyé à des vitesses de l'ordre de 2 mm par seconde. Et vous voyez qu'en fait, on a une incrustation des particules à la surface de la pièce, et qui permet de faire des épaisseurs de 0,5 mm en une seule passe, par exemple. Les plus utilisés actuellement sont les trois représentés ici, et le DIGUN également, qui est les procédés hypersoniques, plasma, DIGUN et HVOF. Le cold spray est émergent. L'avantage, c'est qu'on a peu de limitations en dimension, on a des dépôts qui peuvent être très durs,
des carbures, des oxydes, et on n'a pas de déformation pour des épaisseurs de substrat de plusieurs millimètres. On a des épaisseurs supérieures à 100 microns jusqu'à plusieurs millimètres possibles. Attention, le niveau d'adhérence est faible, surtout s'il n'y a pas de refusion après traitement. On peut avoir des déformations sur des substrats qui sont de très faible épaisseur, sur des tôles notamment. Il peut y avoir des décollements du revêtement autour d'un impact en cas de choc et des décohésions éventuellement entre les fameuses gouttelettes qu'on a projetées. Et puis la densité du carbure peut parfois être un inconvénient. Donc vous voyez, il y a pas mal d'inconvénients, mais ça reste des revêtements très très utilisés, hein. Donc le principe, comme on l'a vu, consiste à fondre un matériau plus ou moins complètement, et donc on va avoir un dépôt qui va se former à la surface de la pièce et une solidification. Alors, donc là, je parlais du rechargement. Donc là, donc on a la fusion du dépôt, mais également du substrat de base. Et donc, on va avoir formation en fait entre les deux lors de la solidification d'une zone affectée thermiquement qui va en fait une interpénétration du dépôt dans le substrat de base. Et ce qui va permettre en fait d'obtenir une très bonne adhérence du revêtement. Alors, on fait des dépôts qui peuvent être très épais, de plusieurs millimètres, et qui peuvent supporter de très très fortes abrasions en ayant une très bonne adhérence. Donc, on va utiliser sensiblement les mêmes moyens qu'on utilisait en projection thermique, mais en visant des températures au niveau du substrat qui peuvent être beaucoup plus importantes. Donc, on va utiliser l'arc notamment, des procédés de soudage également, très importants, qui vont permettre d'obtenir des dépôts fondus en fondant également la surface de la pièce, comme je l'ai évoqué. Donc, on va utiliser le laser, la flamme, l'arc, le plasma également, l'arc, le soudage à l'arc notamment. On obtient des dépôts très durs, une très grande adhérence, des dépôts de plusieurs millimètres. Mais attention, les déformations peuvent être importantes, hein. N'oublions pas qu'on fond la surface du matériau. Donc on monte à des températures en pot de l'ordre de 1500, 1600 degrés. C'est très important. Puis on peut avoir des trous dans le dépôt, d'irrtation, ce qui n'est pas très sympathique. Alors maintenant, venons-en aux derniers revêtements, des revêtements notamment électrolytiques, comme le chromage dur. Alors le chromage dur est parfois utilisé pour une certaine protection contre la corrosion, mais c'est généralement de faible qualité. Mais quand on écoute les gens qui l'appliquent, c'est souvent pour des problèmes de corrosion. Je vous le déconseille quand même parce que vous voyez qu'il est macro fissuré et que l'électrolyte qui corrode peut passer au travers du dépôt. Donc ça, c'est pas une bonne nouvelle. Il est surtout utilisé pour faciliter le frottement. On obtient une dureté de l'ordre de 1000 vickers et des épaisseurs généralement maximum de 250 microns. Donc on peut faire des pièces de frottement et des rechargements de pièces usées notamment. Ça se fait dans des lignes de traitement électrolytique, dans des pains à queue. Donc l'avantage, c'est qu'il est réalisé à basse température, il n'y a pas de modification du substrat. Il est encore très disponible sur le marché. Il y a une grande adhérence, peu de déformation hors l'épaisseur du dépôt, et l'épaisseur va jusqu'à 250 microns maxi. Par contre, on a un effet de bord important. Un petit inconvénient, c'est que normalement, il est interdit pour tous les bains qui concernent du chrome hexavalent depuis 2017, mais il y a des dérogations qui font qu'on peut encore l'utiliser a priori jusqu'en 2024. Mais sachez que depuis peu de temps, et ça va surtout commencer à partir du mois de septembre, des chromes durs, enfin si le Covid-19 ne s'en mêle pas, le chrome dur trivalent, des bains utilisant du chrome dur, du chrome trivalent au lieu du chrome hexavalent, eh bien, permettent d'obtenir à peu près les mêmes caractéristiques, mais attention sur des épaisseurs beaucoup plus faibles, 50 microns maxi, et avec beaucoup de tension dans les pièces. Alors, il y a peut-être encore une mise au point à réaliser, mais vous voyez que les caractéristiques sont très proches. Donc, il existe maintenant un substitut direct avec le chrome dur trivalent. Pour améliorer la corrosion, eh bien, on va utiliser des traitements électrolytiques également, de zingage ou de zinc nickel électrolytique, et qui vont permettre d'obtenir une protection cathodique, c'est-à-dire que c'est le dépôt qui va se consommer pour protéger le substrat ferreux en dessous. Et on obtient des durées en brouillard salin qui sont intéressantes. Au mini 200 heures en zingage et 600 heures, on peut aller bien au-delà, à plus de 1000 heures en zinc nickel.
Attention, ces dépôts améliorent la tenue à la corrosion, mais n'engendrent pas d'amélioration des propriétés mécaniques et notamment de la dureté superficielle. Ils sont très largement utilisés, et notamment dans les petites pièces, et notamment les pièces de fixation. Ils sont faits dans des bains électrolytiques, et on peut passiver ces traitements de zingage en réalisant notamment des finitions organo-minérales, des vernis en fait, qui permettent d'éviter la corrosion, l'oxydation du zinc ou du zinc nickel. Donc l'avantage, c'est que évidemment la tenue à la corrosion est très forte et on obtient une grande passivité, on a une possibilité de passiver les dépôts et ils sont très disponibles en sous-traitance. Attention, ce sont des dépôts électrolytiques comme le chromage dur, hein, je ne l'ai pas évoqué lors du chromage dur, mais il y a des effets de pointe qui sont importants et parfois ça peut être gênant pour des problèmes de cote. Et on a une mauvaise tenue dans des environnements très acides ou très basiques. Il y a des risques également de fragmentation par hydrogène sur des aciers de forte résistance, plus de 1000 mégapascales. Autre traitement électrolytique permettant d'améliorer la tenue à la corrosion, le nickelage chimique. Sauf que là, le but n'est pas de former une protection cathodique où le dépôt se consomme pour protéger l'acier en dessous. Là, cette fois-ci, on va obtenir une sorte de blindage. Le nickel résiste bien à la corrosion et permet d'obtenir une résistance à la corrosion tant qu'il est présent à la surface de la pièce. Il faut qu'il n'y ait aucune fissure, aucun manque de dépôt par contre à la surface de la pièce, sinon ça peut être catastrophique. On peut, avec certains bains, obtenir donc des duretés relativement élevées avec des additifs. S'il n'y a pas d'additif, par contre, la dureté est beaucoup plus faible. On peut obtenir des duretés donc maxi de l'ordre de 550 Vickers. Les épaisseurs sont relativement importantes. On fait des dépôts de nickel électrolytique jusqu'à environ 500 microns. Et il n'y a pas de déformation. Ça se met en œuvre également avec des lignes de traitement de surface électrolytique. Les pièces sont montées, les bains sont à 55-60 degrés environ. Donc l'avantage, c'est qu'on a une très forte résistance à la corrosion dans de nombreux milieux, notamment des milieux très acides ou très basiques. On a une forte épaisseur de revêtement et une dureté assez importante dans des bains contenant des additifs. Hein. S'il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas de dureté. C'est un traitement électrolytique, donc au niveau des inconvénients, on va retrouver l'effet de bord et l'effet de pointe qu'il va falloir maîtriser. On a un effet barrière uniquement, et il ne faut pas de rupture de film. Et on a un risque de fragmentation par hydrogène sur les aciers de forte résistance, comme le chromage dur. Autre traitement de nickelage, mais cette fois-ci chimique. On ne fait plus intervenir un courant électrique, plus de lignes de traitement surface électrolytique. C'est directement un bain chimique. Quand on plonge les pièces dans le bain, il y a un effet autocatalytique qui fait qu'on croit un revêtement de nickel, qui est en fait un dépôt de nickel phosphore généralement, qui permet d'obtenir après durcissement donc des duretés de l'ordre de 1000 Vickers si on va jusqu'à des épaisseurs d'environ 100 microns. Beaucoup de pièces aéronautiques et automobiles destinées à subir des frottements ou des usures sont traitées de cette manière. Donc ce sont des bains à queue. Le durcissement est obtenu en faisant généralement des traitements de 400 degrés une heure et on utilise donc une chaîne de traitement de surface. Au niveau des avantages, on a des dépôts très durs à basse température, inférieure à 100 degrés. C'est très disponible sur le marché, il n'y a pas de déformation et pas d'effet de bord. Ce n'est pas donc un traitement électrolytique. Attention simplement, on est parfois moins épais qu'avec un chromage dur par exemple, qui est le nickel chimique est un substitut possible du chromage dur. Et donc on a une adhérence qui est parfois plus faible qu'en dépôt électrolytique. Il faut des préparations plus sophistiquées qu'en chromage dur par exemple. Un dernier type de traitement, et je m'arrêterai là après, donc le grenage de précontrainte. On a vu qu'on l'utilisait par exemple après carbonitruration couramment. Et bien là, c'est une sorte de sableuse en fait qui envoie des particules métalliques, des petites billes qui font en général 0,5 à 0,6 mm d'épaisseur et qui vont bombarder la surface, qui vont la mettre en compression et permettre d'obtenir donc une tenue en fatigue très intéressante. Donc on a un écrouissage en fait superficiel. Donc on va pouvoir faire des roues dentées, des arbres de transmission, des portées de joints par exemple, par ce moyen-là. Donc on va utiliser des grosses sableuses, donc des cabines de grenaillage par exemple. Donc c'est très bien adapté à la très grande série, beaucoup moins à la petite série,
même s'il y a des possibilités. Et on va augmenter la limite d'endurance du matériau dans une très grande proportion. Au niveau des inconvénients, eh bien, l'uniformité du sablage peut poser problème pour des pièces de forme compliquées et on peut avoir un certain détentionnement au cours du temps. Attention, hein, on ne parle pas en minutes ou en secondes, hein, c'est en années, voire en dizaines d'années. Sachez qu'un détentionnement est possible et le niveau des contraintes en compression que l'on crée peut s'atténuer un petit peu au fur et à mesure du temps. Voilà, j'en ai terminé. Ben, si vous voulez aller plus loin, eh bien, il y a possibilité de regarder, de faire des formations au CETIM, selon le programme CETIM Academy. Donc, vous pouvez consulter les programmes en cliquant sur le lien suivant que vous aurez. Vous pouvez également faire des événements à distance, en distanciel ou en présentiel. Il y a également, vous pouvez accéder à la mécathèque, hein, pour voir notamment des notes de veille, très intéressantes. Et puis, il y a une chaîne YouTube où vous avez des petits films qui représentent notamment, par exemple, la fabrication additive ou d'autres choses. On peut vous accompagner pour faire des expertises en traitement thermique ou en traitement thermochimique. Et puis, vous pouvez éventuellement échanger sur la communauté LinkedIn au CETIM et sur les liens également, les articles des ingénieurs qui correspondent. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci beaucoup, Monsieur Buvron. Avant de passer aux questions-réponses, j'invite nos participants à répondre à ces questions de satisfaction. Merci à tous pour votre participation. Je vous invite à nouveau à répondre à cette dernière question. Merci à tous pour votre participation. Tout de suite, les questions-réponses. N'hésitez pas à nous soumettre toutes vos questions depuis votre panneau de contrôle. Nous tenterons d'y répondre. Première question, Monsieur Buvron. Quel est le prix d'un traitement de trempe revenu? Alors, la trempe revenue, son prix va varier suivant l'acier à tremper, mais en sous-traitance, on peut arriver à trouver des traitements de l'ordre de quelques euros du kilo, hein, donc c'est à peu près le prix. Ça peut monter un peu plus haut pour des traitements d'acide outillage, environ une dizaine d'euros du kilo à peu près. Merci, monsieur. Question suivante. Y a-t-il des étapes de décantation dans la filière ferraille pour limiter les impuretés métalliques? Alors oui, tout à fait, hein, il y a des laitiers qui sont utilisés qui permettent de limiter la quantité. Alors, je ne suis pas rentré dans les détails, il faut aller beaucoup plus loin dans le domaine, mais sachez qu'il existe des moyens de limiter la quantité d'impuretés, hein, tout à fait, en utilisant soit des laitiers, soit le vide, hein, notamment. Merci, monsieur, pour cette réponse. Question suivante. Est-ce qu'une caractérisation infrarouge d'un dépôt de corrosion peut déterminer l'origine du problème? Alors, je suis incapable de répondre à cette question, hein, désolé. Très bien. Question suivante, monsieur Buvron. Qu'est-ce que le grenaillage? Alors, le grenaillage, c'est donc un impact de particules à la surface de la pièce, soit pour la nettoyer, soit, comme on l'a vu, pour obtenir une mise en compression de la surface. Donc, en fait, c'est une sorte de sableuse, en fait, mais qui utilise comme média des particules, alors soit des particules angulaires pour nettoyer la surface, soit des particules sphériques
pour obtenir une mise en compression. Donc c'est en fait un sablage. Donc on envoie de l'air comprimé et on véhicule un média sous forte vitesse, ce qui lui donne une énergie cinétique qui permet d'obtenir le résultat. Très bien, merci monsieur. Question suivante. Quels sont les avantages de l'oxynitruration ionique? Alors, les traitements de nitruration oxydée permettent d'obtenir une tenue à la corrosion pendant une période de stockage. La couche d'oxyde qui est formée en extrême surface fait environ 1 micron et ne supporte pas la moindre usure. Donc, ça ne convient que pendant une période de stockage. Si jamais vous avez une pièce qui est en extérieur et qui subit une abrasion, les zones usées ne supporteront plus, se corrodront. Très bien. Question suivante. Quelle est l'origine de la buse visible slide 50 en bas, laser plasma? En fait, c'est une torche plasma, en fait. Slide 50. Ouais. Alors, dans ce cas-là, c'est un laser, en fait. C'est là, c'est de la lumière, en fait, que vous voyez là, et qui permet de chauffer la surface de la pièce. Très bien. Question suivante. Quels sont les avantages du Raydan coating Japon a priori à froid et utilisé a priori sur les roulements Inafag? Je connais pas. Donc, si la personne veut m'envoyer un mail, marc.buvron@setim.fr, je ferai une recherche éventuellement. Très bien, merci pour cette réponse. Question suivante. Pourriez-vous indiquer à quoi correspond la mesure de dureté HV et par quel dispositif peut-on la mesurer? Alors, on mesure cette dureté avec un duromètre qui utilise un indenteur en diamant. Et il existe plusieurs échelles de dureté. Par exemple, une dureté d'environ 500 Vickers correspond à une dureté d'environ 50 HRC. Il y a des correspondances qui existent. Il y a une norme d'ailleurs qui existe pour faire ces correspondances. Très bien, monsieur, merci. Question suivante. Est-ce que la galvanisation est aussi un traitement anticorrosif? Absolument, absolument. Donc très très utilisé, un peu plus cher que les traitements que j'ai présentés généralement, mais qui sont en fait, j'aurais pu l'évoquer là, mais je manquais un peu de temps, qui consiste à plonger la pièce directement dans un bain de zinc fondu et qui permet d'obtenir d'excellentes propriétés de tenue à la corrosion. Si on n'est pas dans un milieu très acide ou très basique, on peut tenir parfois des siècles avec ce genre de traitement. Très bien, merci pour cette réponse. Question suivante. Existe-t-il un logiciel permettant de simuler les différentes phases martensitite, bénite d'un alliage dans un process de trempe, par exemple? Oui, alors j'ai pas évoqué la modélisation. Sachez qu'elle a fait d'énormes progrès au cours des 10-15 dernières années et des logiciels comme Forge, par exemple, permettent de prévoir les structures à l'issue d'une trempe en fonction de l'alliage. Donc il existe des moyens maintenant de modéliser. Oui. Merci pour cette réponse. Question suivante. Existe-t-il un genre d'abac regroupant l'ensemble des types d'acier et leur utilisation à destination des bureaux d'études? Alors, c'est une question compliquée. Donc, directement utilisables comme ça, j'ai rien qui me vient à l'esprit. Nous, on va toujours chercher dans les normes. Alors, ce que je pourrais vous indiquer, c'est l'utilisation de la norme ISO, donc la norme ISO 693-2, par exemple, qui regroupe en fait les principaux aciers de construction avec leurs caractéristiques. Je dirais que c'est la source la plus fiable que je puisse vous présenter. Alors, la norme ISO 683, excusez-moi, oui, 683-1 ou -2, hein, -1 non allié ou au manganèse, -2 les autres familles d'acier, vous permettent d'avoir les différentes compositions et les différentes caractéristiques garanties. Très bien, merci pour cette réponse. Question suivante.
Quels sont les procédés pour préparer les surfaces, bain, décapage? Alors, ce sont soit des lessives, soit des solvants pour le dégraissage. Pour le décapage, c'est souvent en fait des solutions acides, mais ça peut être aussi des moyens mécaniques, hein, comme par exemple des tribofinitions ou des polissages, par exemple, qui éliminent les oxydes présents à la surface des pièces. Pour le dégraissage, je répète, plutôt des lessives ou des solvants. Très bien, merci monsieur pour cette réponse. Et dernière question, quel est le meilleur traitement pour résister à la corrosion en milieu salin et lequel est intéressant en rapport efficacité et prix? Pardon. Alors, c'est pas trop mon domaine, la tenue à la corrosion, donc je vais sortir par une pirouette. Là, il faut que que la personne m'envoie un mail et je renverrai vers les personnes plus compétentes. Euh, je sais que certains traitements, comme par exemple les traitements de zinc-nickel, peuvent permettre éventuellement de bien résister, mais on a toujours un impact, on a toujours une diminution importante dès qu'on est en milieu salin. Donc, Très bien. mon adresse email, c'est n'hésitez Oui, pas, marc.buvron@cetim.fr. Je ne suis pas omnicompétent, malheureusement, j'aimerais bien, mais j'ai d'autres camarades et qui suppléent à mes défaillances et qui pourront m'aider à vous répondre. très bien. Merci monsieur Buvron pour toutes ces réponses. Je rappelle votre mail. Donc, pour pouvoir joindre Monsieur Buvron, son adresse mail est marc.buvron@cetim.fr. N'hésitez surtout pas à lui remonter toutes vos questions. Il est temps d'ailleurs pour nous de conclure. C'est la fin de votre webinar. Connaissance des matériaux, les aciers pour tous. Merci beaucoup à notre intervenant, Monsieur Marc Buvron. Merci à notre partenaire, le CETIM. Vous pourrez retrouver le replay de ce webinar d'ici quelques jours sur notre site. Les éditions techniques de l'ingénieur sont ravis d'être le partenaire de la réussite de vos projets industriels et scientifiques. Merci de nous avoir suivis. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouveau webinar.